aujourd'hui, ce soir, on reçoit Yves Benaïm. Yves qui vient d'arriver dans le space, que je vais inviter, pour parler de l'initiative populaire suisse. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'on appelle ça. Qui vise à faire ajouter du Bitcoin dans les réserves de la banque centrale du pays. Salut Yves, est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends. Est-ce que toi, tu m'entends? Ouais, impeccable. Bon, bah, c'est formidable. Comment ça va? Bah, c'est bien. Il fait beau. On est ensemble. Tout ça. Impeccable alors. Le Bitcoin n'est pas encore mort. Non, bah 1 dollar demain, donc Ah, c'est demain? ouais, c'est demain. Voilà. Ok. On Non, a le parce temps de que je profiter. prépare. C'est ça, non, mais je prépare toujours, tu vois. Après, les gens, ils m'appellent, ils me disent, ouais, ton truc, tout ça. Ouais, là-bas, surtout de passer de presque 100 000 à 1 dollar, ça, tu vas recevoir beaucoup de messages. Faut... Bah, c'est les soldes, hein. Ouais. Et ça se passe comment en Suisse? Tu disais il fait beau. Étonnant qu'il fasse beau en Suisse, non? Non, non, bah, suivant où on est, c'est pas mal, quoi. Alors là, t'es au bord du lac, tout ça. Il y a Ah oui. les montagnes tout autour. C'est joli, c'est super. Et bah On va pas écoute, se plaindre, hein. ouais, moi aussi je suis allé quelques fois en Suisse et j'ai beaucoup aimé. Et voilà, j'espère y retourner. Ouais, mais toi, c'est pour les impôts que tu dis ça. Non, même pas. C'est la qualité de vie, le plein air, un peu les impôts quand même. C'est vrai, c'est vrai. Et, Bah, comme tout le monde. Non, mais la Suisse, c'est un pays qui est un peu comme Bitcoin, dans le sens que bah, on a justement ce système de démocratie directe qui fait qu'on se parle aujourd'hui. Euh, on a toutes sortes de gens. Attends, qu'est-ce qu'il me dit? Like what you are hearing. Mais attends, t'es gentil, Twitter. Euh, donc on a toutes sortes de gens. Des gens qui s'aiment bien, des gens qui s'aiment pas, des gens qui parlent pas la même langue. On a 4 langues dans le pays. On a des gens qui sont extrêmement urbains, des gens qui sont extrêmement ruraux. Donc c'est vraiment comme quand tu es sur Bitcoin, puis tu dis, ah, mais tous les Bitcoiners sont les mêmes. En fait, pas du tout. C'est vraiment très, très représentatif. Mais par contre, justement, ce système de démocratie, ça fait que tout va très, très, très lentement. Et en fait, je sais pas, quand tu es adolescent, la Suisse, c'est pas du tout excitant. Tu as envie d'aller dans des endroits où ça va très vite, un peu comme Ethereum. Et après, tu vieillis et tu t'assagis un petit peu, tu prends du recul. Et puis tu commences à te dire, mais oui, mais moi, ce que j'aime bien, c'est quand les choses, elles marchent. Et pour que les choses, elles fonctionnent, en fait, bah, tu as besoin justement d'avoir un peu comment on appelle ça, le high time preference. En préférence fait, temporelle plus longue. référence temporelle de prendre du recul et de voir que bah, tu as envie que les choses, en fait, elles soient pas move fast and break things, quoi. Et c'est vrai que ben, pour ça, la Suisse et Bitcoin, c'est assez rigolo parce que je trouve ça assez similaire. Ouais, je suis assez d'accord aussi bah, dans la décentralisation. Le pouvoir politique est pas aussi centralisé qu'on a en France. Mhm. Et donc, c'est aussi pour ça que la Suisse séduit autant et ce manque a autant de richesse parce qu'il n'y a pas d'État centralisé qui vient s'accaparer le tout. Et du coup, il y a une stabilité par rapport à ça aussi. Tu Ouais, sais, tu sais un peu à quoi t'attendre. Dans 1 an, 5 ans, tu sais qu'il va pas y avoir d'un seul coup des changements avec des allers-retours, parce que le système politique, en fait, il est un peu ennuyeux, mais du coup, bah, en fait, il fonctionne mieux sur le long terme. ouais. Bah, Voilà, c'est l'angle d'attaque que Bitcoin prend. Voilà, merci. exactement, exactement. Et merci beaucoup pour ton petit tacle sur Ethereum dès le début. ça, Bah, ça, il fallait, ça il met dans fallait l'ambiance. commencer. C'est ça, il fallait commencer par quelque chose. Voilà, t'as perdu la moitié de ton audience, mais c'est pas grave, hein, on est entre nous. On est là pour l'histoire. Mais oui. Et bah écoute, merci beaucoup pour cette intro. Tu voulais dire quelque chose? Non, non, Non? j'allais dire justement, c'est toi qui parle, quoi. Moi, maintenant, on part du principe que je te réponds, et puis. Ok, bon, bah on fait ça. Après, si tu veux rajouter d'autres choses, Oui, oui, y a pas de souci, hein. Dans un premier temps, donc peut-être pour refaire l'introduction pour les personnes qui viennent d'arriver, on va parler donc de l'initiative populaire Bitcoin. Est-ce qu'on appelle ça comme ça, une initiative populaire? tout à fait. Ouais. Qui vise à donc faire ajouter au moins un petit peu de Bitcoin dans les réserves de la Banque centrale suisse. On va revenir dessus, mais peut-être pour donner un peu de contexte, est-ce que tu pourrais en quelques phrases te présenter,
Ouais, dire ce que tu veux dire de toi pour qu'on sache qui est-ce qu'on écoute. Donc moi je suis Yves Benaïm, je suis suisse, j'ai 52 ans, je suis tombé dans Internet dans les années 90, 90 pour les Suisses, et ça m'a beaucoup plu. Du coup, ben, j'en ai fait mon métier. Et puis après, au bout d'un moment, ça m'a un peu énervé, donc je me suis un peu détaché de tout ça. J'ai fait tout plein d'autres choses. De l'import de produits japonais avec la distribution, que ça soit des choses à manger, des couteaux, de la céramique, ce genre de choses. Après, j'ai ouvert un restaurant, tout ça. Donc voilà, j'aime bien découvrir des choses. Et dans le cadre de tout ça, euh, puisque bah, un geek ne meurt jamais, ben, un jour je suis tombé dans le Bitcoin et puis ça m'a rappelé en fait ce que j'avais ressenti au début d'Internet. À l'époque où justement je me suis dit, ah ben en fait c'est incroyable, on va tous faire des sites web, on va partir dans toutes les directions, c'est les autoroutes de l'information à travers la planète, tout ça. Et en fait, ben, j'ai retrouvé ça et je me suis dit, mais c'est incroyable parce que c'est le truc qui manquait, c'était justement les échanges de valeurs. C'est-à-dire que les échanges de contenu avec le Web 1, Web 2, où en fait n'importe qui pouvait faire n'importe quoi, c'était là, c'était extraordinaire. Mais par contre, bah, la partie transfert de valeur, bah, ça n'existait pas. Enfin, ça existait, mais c'était un peu. Enfin, je vais pas apprendre ça à tes auditeurs, mais c'était un peu pourri. Mais voilà. Et en fait, bah, j'ai trouvé cette excitation en tombant sur un article qui parlait de Silk Road. Donc cette plateforme décentralisée sur Tor où les gens s'achetaient et se vendaient des produits qui peuvent être illégaux dans une juridiction mais pas dans une autre ou dans les deux. Et donc bah, ça faisait que c'était Internet quoi. Et donc dans le cadre de ça, bah, je me suis dit il faut que je comprenne mieux. Donc j'ai commencé à écouter les présentations de Andreas Antonopoulos, lire les choses que j'arrivais à trouver à gauche à droite. C'était l'époque où Roger Ver, tout le monde l'aimait bien. C'était l'époque où il n'y avait pas de wallet sur les téléphones portables, etc. Donc c'était aussi, ce qui était bien, c'est que c'était aussi une époque où en fait il y avait moins de distractions, donc il y avait moins de choses où on pouvait se perdre. S'il y avait du contenu, il y avait du contenu, tu le trouvais et puis tu apprenais des choses. Donc c'était, moi je suis arrivé sur le forum Bitcoin Talk, mais j'étais déjà un petit peu largué par rapport aux conversations que les gens avaient. Par contre, c'était l'époque Reddit. Donc il y avait ce qu'on trouve aujourd'hui sur Twitter, en fait c'était sur Reddit. Et puis ben, ça a avancé comme ça, et puis j'ai continué, mais en me disant toujours que ben, un jour ça allait se faire fermer par les États ou se casser la gueule, parce que ben, quand même c'est du software, il y a des bugs, il y a des hacks, etc. Et puis j'avais aussi un peu le narratif dans ma tête que ben oui, mais ça c'est le premier, donc forcément il va se casser la gueule, et puis c'est le deuxième. Tu vois, aujourd'hui, c'est Yahoo, et puis demain, ben, ça sera, ou c'est Alta Vista, si ça parle aux anciens. Et demain, ben, il y a Google qui va arriver. Donc, j'avais un peu toujours ce narratif, mais en même temps, ben, je me disais, il faut que je continue il faut que je continue à suivre, il faut que je continue à apprendre. J'arrivais pas à m'arrêter d'avoir envie de toujours lire des trucs et comprendre comment ça marche, etc. Parce que ben, c'est le terrier du lapin. Donc, chaque fois que tu découvres un truc que tu crois que tu sais, bah, tu grattes un peu et puis tu te rends compte qu'il y a 99% derrière dont tu n'as absolument aucune idée. Et puis à chaque fois, bah, tu rajoutes des pièces, et puis au fur et à mesure que tu rajoutes des pièces, ben, le puzzle commence à avoir un peu du sens. Puis après, en fait, tu te rends compte que tu as fait genre 0,1% du puzzle, et puis le reste, ben, en fait, il part à l'infini et il n'est pas encore fait. Donc tu dois continuer à rajouter des pièces jusqu'à la fin de ta vie. Et puis en 2017, je me suis dit que c'était pas mal si j'essayais de voir comment on pouvait avoir je sais pas dire, apporter ma pierre à l'édifice, mais un niveau social. Donc je me suis un peu creusé la tête parce que bah, j'ai commencé à penser comme ça quand il y a eu les grosses émeutes au Venezuela. Où il y avait plein de gens dans la rue qui se tiraient des cocktails Molotov, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est eux qui ont besoin de ça.
Moi, je voyais ça depuis la Suisse où tout est calme, la monnaie est ultra stable, etc. Et je voyais ça par rapport au Venezuela. Je me disais, mais en fait, comment Bitcoin peut les aider? Je trouvais pas, je trouvais pas d'angle. Et puis je me suis dit, mais en fait, peut-être que la Suisse, elle a son rôle à jouer comme, euh, en fait, pour donner l'exemple. C'est-à-dire que si en Suisse il se passe des choses, eh ben peut-être que les jeunes Vénézuéliens ou les jeunes Iraniens ou les jeunes Syriens, ils vont pouvoir voir ça sur Internet dans des médias soit officiels, soit non officiels, et ça va leur mettre la puce à l'oreille parce que ben, si on voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne en Suisse, ben, on se dit bon ben si la Suisse le fait, ben, pourquoi pas nous? Et donc, j'ai commencé à me poser la question de comment est-ce que je pouvais mettre ma pierre à l'édifice en Suisse pour pouvoir avoir un impact sur l'international. Et là, ben, forcément, je me suis un peu heurté au fait que je connais personne, que je fais pas de politique. C'est là où je me suis dit que c'était pas mal si je commençais à être plus en contact avec les médias, parce que je voyais qu'en fait les journalistes, ils disaient beaucoup de conneries, mais c'était pas forcément. Alors il y en a peut-être hein, qui sont méchants, mais ils sont pas méchants quoi. C'est pas parce qu'ils aiment pas Bitcoin, c'est parce qu'ils comprennent pas. C'est là où je me suis dit, mais en fait c'est normal qu'ils comprennent pas parce que ben, un journaliste qui fait, je sais pas, économie dans un journal, bah, en fait, bah, lui, forcément, il est à fond dans Keynes depuis toujours. Il parle avec des banquiers centraux, la Banque des règlements internationaux toute la journée. Il a fait des études autour de l'économie, donc on lui a appris certains systèmes. Et puis maintenant, on lui parle de MMT, là, Modern Monetary Theory. Bah, forcément, il est biaisé et puis il peut pas comprendre s'il il fait pas l'effort. Et puis un journaliste plus généraliste, bah lui, il va couvrir, je sais pas, la saison de la chasse, le Beaujolais nouveau, et on lui fait écrire un article sur Bitcoin, bah forcément, il peut pas savoir. Et là, je me suis dit, en fait, il y a vraiment un travail euh, d'éducation en profondeur. Parce que si tu parles avec un journaliste et que hein, j'ai du mal encore parce que je suis vieux avec la manière de parler inclusive, mais bah, je dis aussi ça parce que pour le coup, j'ai parlé avec beaucoup de femmes journalistes. Mais si tu parles avec des journalistes et que tu prends le temps de leur expliquer, ce qui est cool, c'est que ensuite eux vont avoir un impact sur beaucoup plus de personnes que toi individuellement. Et ça va permettre aussi de tordre le cou à des idées reçues parce que bah, si c'est dans un journal sérieux, dans un média sérieux en général, hein, parce que ça peut être aussi la télé ou des magazines ou comme ça, et ben les gens ils regardent ça et ils remettent peut-être en question, mais en tout cas ils partent avec un a priori positif. Euh, et donc ben, du coup j'ai commencé à faire ça et puis en 2017, ben, quand tout a commencé à exploser avec le bull run, avec les ICO, etc. Bah là, il y a plein de gens qui sont revenus vers moi, qui me disaient, tu te rappelles, tu venais gratter à ma porte à 2 heures du matin en me disant, laisse-moi entrer, faut que je te raconte des choses. Euh, comme un vieux parasite. Bah, là, maintenant, en fait, ça commence à m'intéresser. Est-ce que tu as le temps qu'on prenne un café, qu'on discute et que tu m'expliques? Et du coup, en 2017, je me suis dit, bah, là, maintenant, un peu de la même manière qu'au début, en 2011-2013, je m'étais dit, il faut que je continue à toujours avoir un œil dessus et à comprendre comment ça marche parce que c'est vachement intéressant. Mais en même temps, je faisais pas ça vraiment. Enfin, c'était un hobby, quoi. En 2017, je me suis dit là, en fait, il faut que je le fasse un peu sérieusement parce qu'il va y avoir, enfin, ça va partir soit dans une bonne direction, soit dans une mauvaise direction. Et si ça part dans une mauvaise direction, tôt ou tard, Bitcoin va gagner, mais on aura perdu des années et des années. Je pense un peu à l'histoire du Minitel en France, par exemple. Internet, c'est bien, on a le Minitel, donc on n'a pas besoin d'Internet, donc on va pas faire des efforts ni d'infrastructure, ni d'éducation, ni d'investissement. Et puis au bout d'un moment, bah, en fait, tu te dis, c'est con, on a raté le coche parce que on aurait pu faire Google, on aurait pu bah, tout quoi, on aurait pu être en charge du point com. Et puis bah, finalement, c'est les Américains qui se le sont appropriés. Et là, en fait, je voyais un peu la même chose. Et je me suis dit, bah, à partir de 2017, je me suis dit, bah, il faut que je commence à faire ça, si ce n'est à plein temps, en tout cas de manière beaucoup plus sérieuse que ce que je faisais.
Et c'est là où, en fait, ben, j'ai pris un peu la tangente. J'ai arrêté mes autres activités et j'ai commencé à faire ben, de l'étude et de l'enseignement, mais de manière beaucoup plus active et régulière, toujours avec un angle sociopolitique. Et c'est là où en fait ben, j'ai créé mon laboratoire d'idées de B4CH. À la base, moi, mon idée, c'était que j'allais recruter plein de membres qui seraient, bah, tu vois, je sais pas, le directeur de telle publication et le directeur de telle banque et le directeur de telle industrie pharmaceutique, et puis qu'on allait commencer. Puis c'était aussi un peu l'époque où c'était Bitcoin et blockchain, mais ça, on en reparlera. Et en fait, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui m'abordaient, mais qui me disaient, je veux pas apparaître, je veux pas parler au nom de mon entreprise, je veux pas être public, etc. Et donc, bah, c'est là où je me suis rendu compte qu'au lieu de faire justement une association qui allait faire justement bah, comme ils ont aux États-Unis, bah, c'est pas du lobbying, mais disons d'aller pousser les gouvernements, les gens du gouvernement, etc. Bah, en fait, que ça allait plutôt se faire par derrière et que ça allait plutôt être éducatif. Et puis, ben voilà, ben c'est ce que je fais depuis 2017. Ok, intéressant, Et, long, et on long a passé une parcours. heure, le podcast est fini. Merci. On rentre à la maison. Mais non, mais grand parcours, je pensais pas que tu avais été autant comment dire, dédié à ça aussitôt. Donc c'est intéressant de revenir dessus. Ouais. Ben en fait, je pense que si j'avais été plus jeune, euh, euh, j'aurais raté Internet. Je serais arrivé en fait dans les années 2000 après la bulle. Alors je ne sais pas les gens qui écoutent, mais bah, il y a eu une époque où on s'est dit ouais Internet c'est incroyable et il y avait des startups qui partaient dans tous les sens en 98, 99 jusqu'à 2000 euh, et qui avaient genre zéro business model, qui faisaient n'importe quoi. Il y avait un fric monstrueux qui était dépensé parce que c'était genre Internet, c'est la solution à tout quoi. C'était vraiment la panacée. Et donc les mecs ils venaient, ils te disaient ouais on va faire un site web et puis quand tu vas dessus, ça te donne des recettes de cuisine en fonction de ton état de santé et en même temps ça va te donner la météo et puis en même temps ça va te donner des conseils pour être plus beau et ça partait dans tous les sens. Les mecs ils levaient littéralement des millions et des millions. Ils avaient zéro business model, ils avaient zéro revenu. Et puis ben, on partait comme ça. Et puis, il y a eu justement cette grosse bulle des dot-com qui a éclaté. Il y a tout qui s'est cassé la gueule. Et puis après, en fait, dans les vestiges fumants de cette, bah, de cette catastrophe, en fait, où il y avait plus rien qui existait, il y a tout le monde enfin, tout le monde a perdu son job, c'était horrible. Bah là, il y a justement bah, les petits qui sont arrivés, puis qui ont commencé à prendre racine, type Google, etc., qui ont commencé à se positionner. Il y a Amazon, en fait, qui continuait son bonhomme de chemin, personne ne faisait vraiment attention, et puis ils ont commencé à développer, puis aujourd'hui, bah, on se retrouve avec l'Internet qu'on a aujourd'hui, avec bah, les GAFAM, enfin, c'est un truc vraiment super puissant. Et je pense que si j'avais pas vu tout ça, j'aurais pas eu le recul de comprendre à quel point Bitcoin était important quand je suis tombé dedans. Et en fait, je suis tombé dedans parce que j'ai lu un article dessus, mais ça m'a fait comme, justement, je me reconnais dans Andreas Antonopoulos. Bon, lui, c'était vraiment extrême et il a perdu 20 kilos et tout. Mais en fait, ben, j'avais un appétit. Je voyais ça, j'avais un appétit incroyable. En fait, je voulais juste tout comprendre. Et ben, je comprenais rien d'abord, parce que je suis pas du tout techos. Mais en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est aussi important qu'Internet. Mais en fait, dès le premier jour, j'aurais pas su l'expliquer, mais comme je retrouvais la même chose avec l'histoire d'Internet, enfin avec l'histoire du web surtout, ben, je me suis dit, ben, je peux pas. Enfin, Passer à côté de ça, quoi. je- ouais, je peux même pas regarder de côté en fait. Si je regarde de côté, je vais rater un truc. Donc il faut que je continue à fixer ça constamment, quoi. Et en fait, ben oui, c'est un petit peu extrême, c'est un petit peu obsessif comme comportement, mais en même temps, quand tu parles avec des gens qui découvrent Bitcoin, ben, enfin, c'est vraiment un truc qui revient souvent, c'est que plus tu comprends et plus tu te dis, il n'y a rien d'autre qui compte.
Et c'est vraiment extrême de le dire comme ça, parce que tu passes un peu pour un con, quoi. Mais en fait, c'est vraiment fix the money, fix the world. Et finalement, si tu regardes, tous les gens, tout le monde se lève le matin pour aller bosser, pour gagner de l'argent. Donc vraiment, l'argent, c'est vraiment la préoccupation, qu'on le veuille ou non, de la grande, grande, grande majorité du monde. Euh, et en fait, ben, l'argent est cassé, donc il y a un problème avec le monde. Et là, en fait, ben, il y a un truc qui arrive et qui te dit, de la même manière qu'Internet a libéré l'information, ben là, on est en train de libérer la monnaie, la valeur, quoi. Ouais, bah, je pense que c'est un peu tu vois, le chemin que un peu tout le monde a pris dans la crypto de manière générale et qui ensuite s'est tourné vers Bitcoin et revenu vers quelque chose de plus rationnel. Et s'est rendu compte que, bah ouais, même s'il peut y avoir des cryptos qui vont créer des services intéressants, euh, même si c'est débattable, bah, en fait, Bitcoin c'est autre chose. C'est pas un service, c'est pas une entreprise. Ça remplit un, un, un trou qu'on a laissé dans les années 70, voire même avant. Et on en a besoin pour pouvoir construire le monde de demain. Oui, la suite, en fait. Ouais. Tout à fait. Et donc pour revenir au sujet de base, peut-être avant d'aller plus détailler l'initiative à laquelle tu es à l'origine, est-ce que tu pourrais nous expliquer, à nous, je pense qu'on est principalement soit belge, soit français, ce qu'est une initiative populaire, comment ça fonctionne au moins dans les grandes lignes, parce que nous, on a un peu du mal avec la démocratie, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Ouais, vous savez pas trop ce que c'est, en fait. Non. C'est un truc incroyable, la démocratie. Vous pouvez choisir des trucs et tout. Euh, alors, pour faire simple, une initiative populaire, c'est le peuple qui demande au peuple s'il a envie de demander à toute la population de voter sur un changement dans la Constitution. Ok. Donc en fait, la Constitution, elle a été écrite. À la base, je sais pas exactement comment elle s'est mise en place parce que je suis pas non plus politologue, mais on a une Constitution, on a bon, tout sur quoi la Suisse repose en fait, euh, et avec plein d'articles dedans. Et à un moment, tu te dis, bah, en fait, il y a cette chose-là. Moi, je pense que ça devrait être différent. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas voir un certain nombre de gens, on va venir sur les détails dans 3 secondes, et tu leur dis, est-ce que vous seriez d'accord qu'on vote sur ça? Et si tu arrives à avoir suffisamment de gens, en l'occurrence 100 000, sur, je sais plus combien on est en Suisse, 9 millions, quelque chose comme ça, si tu arrives à avoir 100 000 signatures de Suisses citoyens qui votent, alors à ce moment-là, ben en fait, ton initiative, ta proposition, elle va passer devant le gouvernement qui va voir si c'est recevable et comment ça se met en place. Et peut-être qu'ils veulent faire une contre-offre en disant ben, votre truc il est bien, mais en fait il prend pas en compte ceci, cela. Et puis on en parlait déjà, donc peut-être que on peut relier les deux idées ensemble, ou voilà, ou ce genre de choses. Ou alors ils peuvent te dire ben, nous on considère que c'est nul et puis on va pas du tout le soutenir. Mais euh, une fois que tu as les 100 000 signatures, il n'y a plus le choix en fait. Il va y avoir un vote et le vote va être devant toute la population puisque c'est tout le monde qui vote. Et si tu as la majorité des voix des gens et la majorité des cantons, les cantons c'est les États. Donc il y a des États avec plus de gens, des États avec moins de gens. Donc pour qu'il y ait un équilibre, tu dois avoir la majorité de les États eux-mêmes, le nombre d'États qui ont eu une majorité de oui et le nombre de gens qui ont eu une majorité de oui. Et si ça passe, et ben à ce moment-là, la Constitution, elle est changée et on adapte et on passe à la suite. Voilà. Donc ça, c'est assez incroyable. Et en fait, ce qui est encore plus incroyable, c'est que c'est un truc qui est assez courant. Alors, des initiatives qui arrivent à avoir les 100 000 signatures, bah forcément, il y en a beaucoup moins que des initiatives qui n'arrivent pas. Et puis des initiatives qui ont le oui, qui font qu'elles ont du succès à la fin, il y en a encore moins. Mais on vote régulièrement, tous les ans. Il y a plusieurs initiatives comme ça. Et en ce moment, je ne sais plus combien il y en a, mais la dernière fois que j'avais regardé, je crois qu'il y avait 16 initiatives qui sont en ce moment en train de récolter des signatures. Donc c'est vraiment un truc qui est très courant en Suisse. Ok. Et est-ce que tu m'entends là? Parce que petit Oui, bug oui, de. moi Ok. je t'entends très bien. Parce qu'il y a un bug d'affichage des fois et à chaque fois ça me fait ça me fait peur que
que tout le space bug, mais bref. Et est-ce que tu pourrais, parce que là tu dis qu'il y en a 16 actuellement, est-ce Bah, attends, que, je vais te dire ça pendant que tu parles. est-ce que tu votes toi-même assez régulièrement ce genre d'initiative, ou est-ce que ça reste quand même très rare? Euh, Tu veux dire, est-ce que moi je vote ou est-ce que je fais partie des gens qui s'abstiennent beaucoup? Non, pas forcément toi personnellement, je veux dire, est-ce que tu as la possibilité de voter régulièrement? Ah oui, bien sûr. Non, non, bien sûr. Toutes ces initiatives, elles passent devant le peuple et tu reçois tes bulletins de vote par la poste et tu peux voter par correspondance ou tu peux te déplacer. Oui, je veux dire, Donc, c'est à quelle fréquence environ qu'on peut faire un choix comme ça pour ajouter quelque chose en tant que simple c'est, citoyen? c'est genre tous les 3 mois, il y a des votations, quoi. Ok. Donc, non, non, c'est beaucoup. Alors, juste pour dire, là, il y en a une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc il y a une initiative qui s'appelle pour des installations solaires non soumises à autorisation. Il y en a une autre qui s'appelle une société et une économie forte grâce au congé parental, initiative pour un congé familial, pour une politique au service du peuple, non au lobbying, pour les grandes entreprises responsables pour la protection de l'être humain et de l'environnement. Après, il y a la nôtre pour une Suisse financièrement solide, souveraine et responsable, initiative Bitcoin, pour une place financière suisse durable et tournée vers l'avenir, etc., etc. Ok. Donc, Et c'est le genre de choses, j'imagine, qui sont présentées et enseignées à l'école, que tout. alors on apprend beaucoup de choses à l'école, mais forcément tout le système, toute l'éducation civique, c'est le genre de truc où les gens comme moi, ils dorment en classe et puis à la fin, ils apprennent vite par cœur pour les examens. C'est quelque chose en fait qu'on comprend un peu plus tard quand on se rend compte justement qu'on nous demande beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand t'es enfant, on te demande beaucoup de choses, mais tu sais, tu vas à l'école, quoi. Et puis, tu vois beaucoup d'affiches, parce qu'il y a, bah, en fait, quand il y a une votation, forcément, bah, il y a les pour et les contre. Donc, il y a un truc genre, je sais pas, pour augmenter les retraites. Alors, forcément, le Parti socialiste, ils disent oui, c'est super important, tel point, tel point, tel point. Et puis, l'extrême droite, ils disent mais non, parce que ça va faire venir les parasites. Et puis, machin. Bon. Puis, du coup, tu as plein d'affiches avec plein d'illustrations, etc. Donc, au début, bah, tu vois ça, puis ça fait partie de ton quotidien. Et puis il y a un moment où en fait, alors je sais pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, où ça clique, que tu te dis mais on nous pose vraiment la question. Et en fait, c'est pas genre le référendum Maastricht ou c'est pas genre tous les trucs où on vient de voir et puis parce que tu portes un gilet jaune et puis on te dit non non mais tout va bien se passer puis après on te fait un 49-3 par derrière. Là, en fait, ce qui est vachement intéressant avec la Suisse, que c'est un peu un cliché, mais c'est vrai, c'est que, en l'occurrence, maintenant, je crois que c'est une présidente, mais pour te dire la vérité, je ne sais même pas qui est président. Les Suisses s'en foutent de leur président. On n'a pas un culte de la personnalité parce que justement, il y a une rotation annuelle du président ou de la présidente au sein d'une collégiale qui représente les différents courants politiques qui sont obligés, bah justement toujours comme Bitcoin, hein, qui sont obligés de trouver un consensus, donc qui sont obligés d'être extrêmement diplomatiques les uns avec les autres et de trouver quelque chose qui va fonctionner. Et en fait, le système suisse, comme ça, il avance. Et c'est là où tu te rends compte qu'il n'y a vraiment pas un côté du haut vers le bas. Ou alors, comme disait Lucius, qui fait partie du comité de l'initiative, justement, c'est le haut vers le bas, mais en haut, c'est le citoyen, en fait. Et en bas, bah, il y a les politiciens qui travaillent pour nous. Et du coup, le système est une fois que tu découvres ça et que tu commences à recevoir tes enveloppes à chaque fois qu'il y a des votations, et que tu te rends compte que bah, il y a 70, en tout cas 70-70% des gens qui s'abstiennent parce que en fait bah, tout le monde va à la pêche le dimanche et puis on s'en fout et puis c'est pas grave et puis blablabla. Mais en fait tu te rends compte quand même de la chance que tu as que on te pose la question à chaque fois qu'il y a quelque chose. Et puis alors après il y a encore un autre truc qui est le référendum qui est quand il y a une loi qui passe, tu peux aussi récolter des signatures pour aller contre cette loi, pour en fait la remettre en question. C'est-à-dire que le gouvernement, ben, il est quand même élu pour pouvoir prendre. Enfin, c'est une représentation. Comment on appelle ça démocratie représentative ou ouais.
c'est ça Ouais, le terme. ouais. Donc ils sont quand même censés prendre des décisions. On les a élus et nommés pour qu'ils prennent des décisions. Mais s'ils prennent des décisions que le peuple refuse, ou que toi tu refuses et que tu te dis, ben, peut-être que le peuple va refuser, tu as aussi un certain temps qui est plus court, avec un certain nombre de signatures qui est plus petit, pour pouvoir remettre en question justement des décisions politiques. Et bah, pareil, bah, tu récoltes les signatures, bah, ça passe en votation et c'est le peuple qui décide. Donc même des choses où tu te dirais, bah, les politiciens, ils savent ce qu'ils veulent et ils le font pour le, pour le mieux, autant que possible, et ben, tu peux toujours aussi, même à ce niveau-là, contrer et repasser au peuple pour voter. Donc c'est vraiment un système. Alors après, d'une certaine manière, le revers de la médaille, c'est que justement, il y a beaucoup d'abstention parce qu'on vote beaucoup. Donc on nous demande un peu beaucoup de choses. Et puis qu'il y a plein de gens qui disent, bon ben voilà, bah comme pour toutes les votations, hein, une voix de plus, une voix de moins, ça va rien changer. Mais dans le cadre de ça, c'est est-ce que vous voulez que je sais pas, qu'il y ait les éoliennes, qu'elles aient une taille maximum quand elles sont à telle distance de la ville. Puis il y a des gens qui disent, bon, moi j'en sais rien, je suis pas dans la politique, je suis pas dans Hmm. l'énergie, c'est pas mon problème. Et le fait qu'on nous pose la question, bah, c'est vraiment une chance incroyable, mais c'est vrai que forcément pour le fait qu'on pose des questions sur toutes les décisions, bah, il y a plein de gens bah, qui disent, bah, pour l'instant, moi je m'abstiens et puis je vais avec le flow, quoi. Oui, puis pour les sujets les plus importants, j'imagine qu'il y a plus d'engouement, quoi. Tout à fait. Alors après, il y a des trucs genre, est-ce qu'il faut abolir l'armée ou est-ce qu'il faut dépenser je sais plus combien de milliards pour acheter des avions ou est-ce qu'il faut adhérer à l'Europe, tu vois, ce genre de choses. Alors là, effectivement, il y a tout le monde qui se déplace, hein, c'est Ouais, énorme. ouais, c'est sûr. Je pense il y a un Suisse dans le chat Twitch qui est Ousmane. Donc il nous dit déjà la présidente c'est Karine Keller-Sutter, Ah au bah cas merci où. beaucoup. Voilà. Voilà. Et il nous dit notre exécutif est composé de 7 conseillers fédéraux qui doivent fonctionner en collégialité. Oui, Chacun a un département. Le peuple est souverain, c'est une démocratie directe. Si le Conseil fédéral est attaqué par référendum et que le peuple vote contre, c'est la décision du peuple qui prime. Le Conseil fédéral est élu par le Parlement. Le peuple élit le Parlement. Donc le Parlement est élu par le peuple. voilà. Voilà, très bon résumé. Ben merci. Parfait. Voilà, comme ça on peut compléter ton exposé. Mais Exactement. Bah, il y a beaucoup de choses où effectivement, ben, je saurais plus ou moins comment ça marche, mais j'ai pas été chercher plus loin parce que je suis un peu flemmard. Mais c'est vrai que si on se penche un peu sur la question, ben, Wikipédia, c'est ton ami, évidemment. Mais le système, en fait, est assez simple dans le sens que ben, c'est vraiment justement un système où ça a été optimisé pour que le peuple puisse avoir le plus de contrôle sur les décisions. Et après, ben, comme tu peux pas tout demander tout le temps au peuple, ben forcément tu élis des gens. Mais ces gens-là, ils te représentent, mais ils sont trop nombreux, forcément. Et donc eux, ben, ils vont élire un groupe de gens qui va les représenter, mais en faisant toujours en sorte qu'ils doivent se rendre des comptes les uns les autres et qu'il n'y en a aucun qui décide vraiment. Et finalement, le président, la présidente est plus là comme, on va dire, comme un un chef arbitre. d'orchestre ou un arbitre ou un ambassadeur en fait. Ok. Tu vois, il va représenter, mais il est plus là pour mettre le tampon à la fin, mais c'est pas lui qui décide, c'est pas Louis XIV quoi. Ouais. Ok. Non mais très clair. Moi, c'est aussi un des trucs que je trouve les plus séduisants en Suisse, c'est Ah, c'est incroyable. que, vraiment on donne la responsabilité à tous et que les élus doivent répondre de leurs actions. Tout à Euh, fait. c'est le plus C'est intéressant. incroyable, c'est unique et c'est assez peu connu en fait à Ouais, l'international. ouais, clairement. Et donc pour aller dans le sujet précis de ce live, Oui. donc là on voit un peu comment fonctionne la Suisse, on sait ce qu'est une initiative populaire en Suisse, et donc toi, je sais pas si on dit toi ou vous, mais en gros l'initiative BTC a été lancée, dont tu es à l'initiative de cette initiative, si on peut dire ça comme ça, Mhm. euh, qui vise à ajouter dans la Constitution une loi qui obligerait la Banque centrale à détenir au moins un peu de BTC. J'ai fait le résumé, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, il y a un point important, et puis après, il y a une anecdote. Le point important, c'est qu'on veut
pas rajouter quelque chose à la Constitution, on veut utiliser un article existant et faire un ajout de mots dans cet article existant. Alors je précise ça parce que c'est important dans le sens que si on dit il faut que la BNS fasse quelque chose, donc la BNS, la Banque nationale suisse, si on dit il faut que la BNS fasse quelque chose, euh, alors qu'avant, elle faisait rien ou elle ne le faisait pas. C'est pas la même chose que s'il y a déjà un article qui dit il faut qu'elle fasse quelque chose et nous on rajoute et aussi autre chose. C'est-à-dire que on rajoute pas une obligation, on rajoute dans une obligation, on rajoute un autre élément. Donc, voilà, c'est un peu un détail, mais on s'est un peu fait, pas attaquer, mais on s'est fait un peu critiquer dessus, dans le sens qu'il y a des gens qui nous disent qu'on veut forcer la BNS à faire des choses et que donc comment dire, ça pourrait avoir un impact négatif sur son bon fonctionnement. Et nous, ce qu'on dit, c'est que en ce moment, l'article 99 alinéa 3, il existe déjà. Donc on n'a pas rajouté un article. Dans le cadre d'une initiative populaire, parfois tu rajoutes un article, tu peux rajouter une tartine, hein. Ça peut être un truc assez complexe avec plusieurs alinéas pour vraiment préciser le truc. Tu peux même avoir une initiative qui propose un changement qui va avoir un impact sur plusieurs articles au sein de la Constitution, parce qu'en fait, il se renvoie la balle, et donc, du coup, bah, si t'en as le terrain, tu dois altérer l'autre. Nous, le truc qu'on voulait surtout pas, c'était qu'on nous dise qu'on était en train de faire un changement de quelque chose qui n'existe pas à quelque chose qui existe, en fait. Voilà. Donc ça Hmm. c'est un point, c'est un détail, mais c'est vachement important. Pourquoi? Parce que l'article qu'on veut changer, c'est donc l'article 99 alinéa 3 qui dit que la Banque centrale, la Banque nationale suisse, doit constituer des réserves. Donc quand elle a des surplus d'assets, d'actifs, eh ben, elle doit faire des réserves et ça fait partie de ses obligations de toujours avoir des réserves. Pourquoi? Parce que bah, peut-être qu'à un moment, elle doit être prêteur de dernier ressort ou potentiellement, elle va vouloir acheter sur le marché d'échange pour pouvoir rééquilibrer. Parce que pardon, le but de la Banque nationale suisse, c'est, bah, comme en général les banques nationales, c'est la stabilité des prix, la stabilité du franc suisse et donc la stabilité de l'économie suisse en général. Et, euh, et donc, pour pouvoir faire ça, bah, parfois, tu dois acheter des devises étrangères, parfois, tu dois, bah, il y a le scandale du Crédit Suisse, potentiellement, elle doit prêter pour, ou quand il y a eu la crise des subprimes, par exemple. Et donc, bah, l'article 99, il dit, bah, elle doit faire des réserves. Elle ne peut pas juste être efficace au jour le jour, elle doit prévoir l'avenir. Et la suite de l'article dit, et une partie de ces réserves doit être en or. Donc, sous-entendu, euh, ça veut dire que elle doit avoir des réserves, mais qui n'ont pas besoin d'être 100% en or. Elle pourrait faire 100% en or si elle voulait, euh, mais ce qu'elle n'a pas le droit de faire, c'est 0% d'or. Elle n'a pas le droit d'avoir zéro or. Alors aujourd'hui, il y a 1000 tonnes d'or dans les réserves, 70% sont en Suisse, 30% sont au Royaume-Uni et au Canada pour pouvoir, au cas où il y avait une guerre civile, une guerre mondiale ou quoi que ce soit, de pouvoir justement diversifier là où il y a les réserves. Euh, mais elle achète assez peu d'or, voire pas du tout, ces temps, mais elle n'en vend pas non plus, parce que ben voilà, il y a une réserve qui fonctionne bien en or. Donc l'idée, c'est pas de dire il faut qu'il y ait un certain pourcentage, la Banque nationale, elle doit pouvoir être en contrôle de ses réserves et en contrôle de son or pour pouvoir exécuter au mieux son mandat. Et puis, ben, si tu vis en Suisse un petit peu, ou même si tu regardes simplement chaque fois qu'il y a n'importe quelle crise, le franc suisse, il monte par rapport à toutes les autres monnaies parce que tout le monde va se réfugier dessus. Ben, en fait, voilà, elle fait plutôt bien son job au niveau stabilité du franc suisse. Euh, mais en même temps, ben, il y a des gens qui disent ah mais il faudrait plus d'or, il y en a d'autres qui disent ben, il faudrait qu'il y ait zéro or parce que l'or ben, ça sert à rien, c'est juste un caillou qui brille. Et nous on vient et on dit ben, en fait on aimerait que cette euh, restriction ou cette obligation, mais euh, aussi floue et aussi peu précise, s'applique aussi à Bitcoin. C'est-à-dire que si aujourd'hui il voulait avoir juste un petit lingotin de 1 gramme,
ils resteraient dans la légalité, ils rempliraient leur mandat et en même temps, ils respecteraient la loi. Et on dit de la même manière, on aimerait que la BNS, elle n'ait pas zéro Bitcoin, mais si elle avait un franc suisse ou un SAT en Bitcoin, ben, ça serait suffisant. Mais c'est zéro qui est inacceptable. Ok. Voilà. Donc peut-être pour donner plus de précision pour ceux qui sont sur Twitter et qui ne voient pas ce que je montre en même temps, c'est donc l'alinéa 3 de l'article. Pour le lire et donner les mots exacts, c'est Mhm. la Banque nationale constitue à partir de ses revenus des réserves monétaires suffisantes dont une part doit consister en or. Et donc Et on votre rajoute idée et en Bitcoin. est en Bitcoin à la fin. Donc c'est Voilà. trois petits mots. 3 mots. C'est 3 mots en italien et c'est 3 mots en allemand. Ok, intéressant. Et, euh, et donc je me souviens que la première fois qu'on en a parlé, c'était à Honey Badger. C'était Mhm. août de l'année dernière. Et c'était Oui, quelques semaines après que Donald Trump ait fait son annonce, etc. tout à fait. Je voulais. Enfin, il me semble que cette initiative, c'était quelque chose qui était dans les bacs, si on peut dire, enfin, dans les idées depuis un moment. Depuis Euh, très depuis beaucoup plus longtemps que Trump, ouais. ouais. En Et fait, en pourquoi. fait, alors Ouais, vas-y. l'histoire, c'est que à la base, full disclosure, à la base, c'est pas mon idée. À la base, c'est quelqu'un qui m'en a parlé, et ce quelqu'un, c'était déjà pas son idée à lui. Et Ok. ça, c'était en 2021. Il y a eu cette personne que je connais en ligne, c'est-à-dire que je l'ai même jamais rencontré, qui, dans le cadre de, je sais plus, un échange sur Twitter ou dans un groupe Telegram ou comme ça, me dit: «Ah, mais c'est cool, on va faire cette initiative populaire, ça va être hyper cool, blabla». Et comme moi, j'étais en train d'être de plus en plus impliqué, justement, au niveau sociopolitique, machin, en essayant de voir comment faire bouger les choses, bah, du coup, bah, cette personne, elle m'a dit: «Bah, je pense que ça peut t'intéresser si tu as envie de nous rejoindre, nous aider, tout ça». Je dis: «Ah, formidable». Et en fait, c'était déjà une idée qui flottait, que cette personne s'est dit, bah, vu que personne le fait, je vais le faire. Et puis en 2021, bah, il m'a dit, bah, viens, machin. Et moi, en 2021, je me suis dit, bah, cool. Et puis, je sais plus si c'était encore en 2021 ou si c'était déjà en 2022, mais genre 6 mois plus tard, il m'a dit, bah, écoute, c'est trop de boulot, c'est trop compliqué, moi, je peux pas le faire. Donc, si tu veux, tu reprends l'idée. Et moi, en tout cas, moi, je vais pas le faire. Donc, je préfère te prévenir. Et puis, bah, moi, en 2022, bah, forcément, j'avais absolument aucune idée de rien du tout. Et puis je me suis dit, ben, on va voir si on arrive bah, réunir des gens, trouver un peu de- d'inertie comme ça, de trouver un peu du soutien. Et puis si on arrive, ben, on lance le machin. Donc en 2022, j'ai commencé à annoncer que je cherchais à mettre en place quelque chose. S'il y avait des gens qui étaient intéressés, ils pouvaient me contacter, tout ça. Et puis le problème, c'était que ben, quand je suis allé voir des gens, ben, comment dire, l'initiative populaire était perçue comme quelque chose qui était euh, déjà un cran trop hostile. En fait. C'est-à-dire que normalement, d'autant plus en Suisse, mais même simplement en tant qu'humain, avant de dire j'appelle un avocat, bah, tu essayes de discuter d'abord. Quand j'ai commencé à parler avec des gens, euh, dont certains m'ont rejoint par la suite, mais leur première réaction, c'était de dire on ne fait pas une initiative si on n'a pas d'abord épuisé la diplomatie, la discussion courtoise entre gens normaux, bien élevés. Et donc, du coup, c'est là où, en 2022, Lucius, fait partie maintenant donc, du comité et qui nous a rejoints, euh, lui a proposé d'aller à l'Assemblée générale de la Banque nationale suisse, qui techniquement est une société, donc elle a une Assemblée générale des actionnaires une fois par an. Et pour pouvoir y participer, ben, il suffit d'avoir une action. Et puis si on a une action, ben, on est invité à l'Assemblée générale. Et si on va à l'Assemblée générale, en tant qu'actionnaire, on peut demander à rajouter à l'ordre du jour un point tout à la fin dans la partie divers. Et en ayant ce point rajouté dans l'ordre du jour, ben, en fait, on a 3 minutes de prise de parole où on peut soit proposer quelque chose, soit poser une question. Et en fait, ben, ils sont obligés
parce que tu es actionnaire, donc ben, c'est une société, mais elle a des droits et des obligations qui sont c'est super bizarre, c'est pas du tout comme une société normale, évidemment. Mais il y a quand même les règles qui s'appliquent, et donc bah, ils sont obligés de t'écouter, ils sont obligés de te répondre. Et donc là, en 2022, bah, Lotius, il a été, et puis il a fait un petit speech. Et puis, bah, il représentait un groupe de bitcoiners qui avaient envie d'aller dans cette direction. Et puis, bah, forcément, le président de la BNS de l'époque, il a dit merci beaucoup, mais non merci. Et puis, on en a profité pour essayer d'avoir le plus d'exposition aux médias nationaux et internationaux, donc y compris le fait qu'ils disent non, mais en fait, bah, le fait qu'ils disent non, ça veut dire déjà qu'ils en parlent, et donc c'était un peu un processus qui se mettait en place. Et puis, bah, en fait, après ça, bah, c'était un peu le pire moment. Parce que c'était le moment où il y a eu, bah, d'abord, il y a eu un peu un bear market, puis après, il y a eu FTX, ceci, cela, dans tous les sens. Donc, on a mis un peu sur pause la mise en place, l'implémentation de l'initiative, parce que le but c'était de lancer quand c'était un peu le bon moment, quoi. Si tu veux avoir ben, un enthousiasme, si tu veux avoir une exposition médiatique un peu positive. Donc, du coup, ben, effectivement, on a commencé en 2022 parce que ben, moi, c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Mais on s'est rendu compte qu'en 2022, si on lançait le machin, on donnait un peu le bâton pour se faire battre, quoi. Donc on a attendu un peu le passage de la fin de cycle. Et puis en 2024, c'est là où il y a eu bah, les ETF qui sont sortis. Et puis c'est là où il y a eu PostFinance, qui est la banque de la Poste en Suisse, comme bah, c'est quoi en France? Une banque postale, ça s'appelle. Ouais. Euh, et donc qui appartient au gouvernement, en fait. Et PostFinance a commencé en 2024 à proposer des services Bitcoin et crypto à ses clients à travers la Suisse. De manière assez agressive même, en mettant des affiches dans la rue et tout, en disant ouais, il faut absolument que vous achetiez des cryptos, les cryptos c'est l'avenir, tout ça. Et là, on s'est dit, bon, bah maintenant, en fait, c'est le bon moment parce qu'il n'y a pas encore le bull run, il y a BlackRock qui justifie tout à l'international. BlackRock, c'est le plus gros investisseur. Donc, s'ils investissent dans un truc, ben, c'est que c'est pas négligeable. Et puis, il y a PostFinance qui propose ça vraiment à la populace en Suisse, donc, et qui appartient au gouvernement. Donc, ils ne peuvent pas nous dire, oui, bah, vous comprenez, c'est un peu un truc pour les geeks, c'est pas un très bon investissement, c'est trop risqué, etc. Et donc ça, c'était 2024. Et puis bah, c'est là où je me suis un peu réveillé en me disant, bah, maintenant on part sur la suite, parce que justement, on voulait faire ça avant qu'il y ait le bull run, bah, on ne peut pas prévoir qu'il va venir, mais normalement, il devrait arriver 2025 voire 2026. Donc on voulait faire ça avant. Mais pour pouvoir lancer l'initiative, tu dois avoir un comité de 7 personnes minimum. Et en fait, ben, pour pouvoir être sûr que tu fais les choses correctement, vu qu'on parle 4 langues dans le pays, vu qu'on est un peu répartis dans plein d'endroits qui sont très très différents, ben, le but c'était d'aller recruter des gens qui sont ben, en ville, à la campagne, en Suisse allemande, en Suisse romande, en Suisse italienne, à l'ouest, à l'est, au nord, au sud. Et donc ben, l'idée c'était de construire un peu ce comité. Et puis après, bah, il y a beaucoup de paperasserie administrative à mettre en place parce que bah, c'est un truc qui est quand même assez lourd, hein. Tu proposes de changer la constitution, donc tu dois faire les choses un peu correctement. Ce qui est incroyable, c'est que la chancellerie, ils t'assistent, ils t'aident, ils répondent à toutes tes questions. C'est vraiment la démocratie n'est pas considérée comme hostile en fait. C'est vraiment, bah, ils ont envie d'avoir une participation du peuple. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'aide dans tous les sens, dans toutes les langues. Comme ça, au moins, tu es sûr que les germanophones, ils ont tout en allemand, c'est imprimé, tu reçois, tout est gratuit. Et puis ben, on a mis en place le machin. Et puis, en fait, ben, Trump, il nous sert et il nous dessert en même temps, parce qu'il a un peu catalysé le truc, et puis il nous a un peu, euh, comment dire, il a un peu justifié l'élan du truc, mais en même temps, le problème, c'est que les gens qui savent pas, ils pensent qu'on a fait ça suite à ces annonces. Et du coup, ben, c'était un petit peu dommage parce que ben, si on avait fait ça avant, ben,
quand il a fait ses annonces, on aurait pu dire que lui, il nous copiait, et puis ça aurait été assez rigolo. Mais bon, voilà. Et donc dans le cadre de ça, en fait, lui, ce que lui propose, c'est évidemment assez différent, puisque lui, c'est une réserve qui serait au niveau du gouvernement, Ouais. alors que nous, c'est une réserve qui serait à la Banque nationale, donc la Banque centrale. Et la Fed, c'est pas du tout la BNS, hein, ils fonctionnent pas du tout de la même manière, c'est pas du tout on n'a pas de dette en Suisse, c'est pas du tout le même principe. Donc nous, en fait, on a en général en Suisse un certain respect de notre gouvernement, puis on a aussi un certain respect de la BNS, qui est vraiment un truc très 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 indépendant. Mais nous, donc l'initiative, on n'a pas du tout envie que le gouvernement mette ses pattes dans le Bitcoin. Euh, il y a déjà des réglementations, ça fonctionne bien, tout ce qui est taxe, ça fonctionne bien, etc. Ça va peut-être faire pleurer beaucoup de Français, mais chez nous, on n'a pas de taxe sur la valeur ajoutée. Donc, non, pas valeur ajoutée, c'est quoi? Capital C'est un gain. plus-value. La plus-value, merci. Donc, en fait, on peut utiliser Bitcoin achat-vente autant qu'on veut, euh, y compris pour des petites transactions, y compris pour acheter son café, etc. Il n'y a pas Il n'y une a pas du tout limite, le même système. y a pas une limite de temps si tu gardes plus de 6 mois ou quelque chose comme Ça, ça? c'est en Allemagne. C'est en Allemagne. C'est Ah une année. d'accord. Et en Suisse, c'est En, vraiment en- zéro. En Suisse, c'est zéro. Alors après, tu peux avoir des taxations si tu es un trader professionnel, Oui. etc. C'est un peu différent. Mais disons, si tu en achètes et tu en vends, en fait, tu vas payer un impôt qui est sur la fortune, qui est très bas. Mais c'est à la fin de l'année, ils regardent combien tu as, tu dis combien tu as, et puis tu payes 0,1% de... Et ça, c'est si tu as déjà une fortune qui dépasse un certain patrimoine. Ok. Mais sinon l'idée, c'est qu'au niveau des réglementations, ce que je voulais dire, c'est que les réglementations, elles fonctionnent bien. Il y a du bon et du mauvais, hein, pas tout est parfait, évidemment. Mais on ne veut pas que le gouvernement prenne le contrôle de Bitcoin. C'est vraiment pas ça qu'on propose. Nous, et même, en plus, on ne propose pas non plus que ça soit monnaie légale ou quoi que ce soit dans ce genre-là. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est que dans cette évolution, la Banque nationale investit dans plein de choses. Elle investit entre autres dans des actions. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé des actions micro-stratégie récemment. Donc la Banque nationale suisse, elle possède des bitcoins de manière indirecte parce qu'elle a des actions stratégiques. Euh, mais en dehors de ça, elle a des bons du trésor, elle a de la dette allemande, elle a toutes sortes d'actifs financiers dans ses réserves pour avoir une diversification. Elle achète vraiment tout plein de choses différentes. Mais le problème, c'est qu'elle a plus de la moitié qui sont libellés en dollars ou en euros. Et nous, on dit, c'est un peu un problème justement pour des questions de dette, puisque on sait que l'euro, il s'endette, on sait que la Fed, il s'endette, donc c'est une monnaie fondante. Et puis potentiellement une crise, à- à- comment on appelle ça, une bombe à retardement. Et puis aussi, d'un point de vue souveraineté de la Suisse, c'est un peu problématique quand l'organe qui gère la stabilité de ta monnaie et de ton économie dépend de la monnaie et de l'économie des deux grosses puissances euh, avec laquelle potentiellement elle est amenée à négocier, à discuter, etc. Et que forcément il y a un conflit d'intérêts puisque en fait si dans nos réserves on a beaucoup de choses qui sont en dollars, on est dépendant du succès du dollar en fait. Il faut que le dollar fonctionne pour que notre économie soit stable. Donc il y a un peu un jeu comme ça de vase communicant un peu dangereux. Et nous on dit voilà en fait il y a déjà de l'or. Et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas justement un troisième actif, une troisième alternative, deux qui seraient neutres et une qui serait justement dollar, euro et autres devises, parce qu'on a aussi du yen, ce genre de choses. Euh, voilà, je sais même plus quelle était ta question, mais non, ce que je voulais dire, c'est que justement le système est très très différent par rapport à Trump, puisque Trump, lui, il veut avoir, comment on appelle ça, au département du Trésor. C'est pas la Fed. Ouais. C'est assez différent comme approche en fait. Et ouais, c'est un peu ça que, par exemple, quand on parle de réserve stratégique aux États-Unis, récemment, il y a aussi l'Arizona qui a fait pas mal de bruit parce que le Sénat a approuvé
de loi qui pourrait permettre de créer des réserves stratégiques pour l'État de l'Arizona et pas pour les États-Unis. Et moi, je suis assez critique de ça parce que le format que ça a, on peut se dire, en fait, c'est juste l'État qui s'accapare des bitcoins et qui se renforce grâce à Bitcoin, alors que normalement, Bitcoin est un outil pour les individus et on devrait créer des réserves stratégiques pour les individus plutôt que pour les États. Mais dans le cas de la Suisse, j'ai l'impression que c'est un peu plus subtil. Il y a une nuance quand même bien subtile, c'est que déjà l'État est beaucoup plus décentralisé. Mhm. La démocratie est beaucoup plus directe. Et donc, il n'y a pas forcément cette méfiance à avoir, en tout cas moins cette méfiance à avoir de l'État par les Suisses que nous, Européens ou Américains, devrions avoir. Et donc, c'est un peu comme si on avait une DAO euh, qui marcherait vraiment, celle-ci, où il y aurait des fonds qui seraient détenus et qui soient en réalité les fonds des citoyens suisses et pas d'une entité indépendante qui fait un peu ce qu'elle veut. Mhm. Je sais pas si je résume bien le truc. Oui, oui. Alors justement, la Suisse, on a ce côté un peu comme les États-Unis, où les États ont une certaine indépendance aussi d'un point de vue légal, juridique. Il y a des droits différents à gauche à droite par rapport au fédéral. Euh, il y a aussi que tu payes tes impôts à ta commune et à ton canton avant de les payer au fédéral. C'est pour ça qu'il y a des communes et des cantons qui sont très très riches et il y a des endroits en Suisse où tu payes plus d'impôts et d'autres endroits où tu payes moins d'impôts. Il y a un arbitrage fiscal à l'intérieur de la Suisse quand même. Donc c'est pas seulement les gens qui quittent la France pour aller genre au Portugal, mais c'est aussi les gens qui quittent par exemple Genève pour aller s'installer à Zug. Euh, il y a justement cette espèce de c'est pas seulement une décentralisation, mais il y a aussi justement des échelons où en fait c'est très graduel comme ça. Mais en fait, alors, nous, par rapport à notre initiative, et puis aussi simplement pas mal de discussions que j'ai eues simplement au niveau du bon sens, c'est que moi, je suis pour être super idéaliste et dire on va tout brûler. Euh, et c'est bien, faites-le, enfin, pourquoi pas. Mais ce que je vois avec Bitcoin, c'est que donc ça c'est moi personnellement, je pense qu'il ne va pas y avoir une hyper bitcoinisation sans un passage qui va être très douloureux. Et je pense que cette douleur, ce passage un peu à vide où il va y avoir des crises, euh, je pense on peut le minimiser et je pense que l'ignorer, c'est dangereux parce que c'est ça qui va faire, c'est un peu le chêne et le roseau. Il va y avoir une résistance, une résistance, une résistance, puis au bout d'un moment, ça va casser. Euh, Moi, je suis un vieux croulant, donc je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais bon, peut-être que je serai déjà mort. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ne réalisent pas que si d'un seul coup l'État, il y a tout qui pète et puis les gilets jaunes fois 1000 quoi, c'est pas le fait d'avoir du Bitcoin qui va faire que ta vie elle sera mieux parce que s'il y a une guerre civile ou s'il y a une vraie grosse crise euh, type la Grande Dépression aux États-Unis, il y a des gens qui sont éduqués, intelligents, de bonne famille, tout ce que tu veux, de bonne volonté. Et puis, en fait, ces gens-là, en fait, ils meurent de faim, quoi, littéralement, dans un pays civilisé, moderne, développé, tout ce qu'on veut. Donc, nous, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on se dit, c'est pas une question de le peuple contre le gouvernement. C'est une question que j'essaie de m'exprimer correctement parce que là je fais un peu beaucoup de tours de paraphrase, mais il y a cette phrase en anglais qui est utilisée beaucoup de séparer la monnaie et l'État. Oui. Et en fait, le truc que, que nous on veut dire, c'est ce qu'on veut pas, c'est que l'État ait un monopole de la monnaie. En fait, c'est ça le truc. C'est tu veux pas que l'État joue avec la monnaie aux dépens du peuple. Et là, aujourd'hui, avec Bitcoin, tu peux acheter du Bitcoin
avant ton gouvernement, avant je sais pas ce qu'il y a comme banque en France, Crédit Agricole, ils sont super anti-Bitcoin, je crois, non? Donc tu peux front-runner le Crédit Agricole et commencer à stacker des stats et te créer un patrimoine pour les 10 générations à venir, alors qu'ils sont encore en train de dormir. Par contre, euh, tu peux pas en tant que peuple t'extraire complètement du tissu économique et social dans lequel tu vis, quoi. Euh, ou alors, bah, effectivement, c'est la révolution, c'est 1789, on coupe des têtes, mais même après 1789, la terreur, tout ça, c'était pas top, quoi. C'était pas cool. Euh, donc, et d'un point de vue financier, c'était pas cool non plus, hein, parce que les histoires des assignats et tout ça, c'était cette époque-là, justement. Donc, Ouais. euh, donc euh, euh, nous, ce qu'on a envie, euh, comment dire, c'est vraiment le cheval de Troie. Nous, ce qu'on a envie, c'est, à travers la BNS, de faire que l'économie suisse euh, commence à s'approprier le Bitcoin, mais sans forcément faire que ça vienne du gouvernement et sans que ça vienne des grosses banques et des gros riches. C'est tout le monde, ça reste tout le monde. Et en Suisse, ben, on a beaucoup d'outils, genre Relais, Pocket, Bitter, etc., où il y a plein de gens qui peuvent faire leur DCA hyper facilement. Il y a les distributeurs partout, etc. Donc, les gens qui veulent faire du Bitcoin en tant qu'individu, en Rodley, créer leur patrimoine pour leur famille, ils peuvent. Ça va pas changer. Par contre, ce qu'on a envie, c'est que le, le, le système dans lequel on vit ne se retrouve pas dépassé par justement un jour Trump qui décide on va faire tout aux États-Unis. Et c'est déjà le cas, en fait. Si tu regardes, le minage, il est beaucoup aux États-Unis en ce moment, sinon il est en Chine. Alors, je vais me faire taper sur la tête par Gouspillou si je simplifie comme ça, mais on se comprend. Les grosses entreprises, tout ce qui est entreprise de minage, c'est États-Unis et Chine, genre Marathon, Riot, tout ça. Euh, la création des chips, des machines, c'est la Chine. Et puis les prochains qui essaient de se positionner, ça va être les États-Unis. Le plus gros custodian, c'est Coinbase, c'est une boîte américaine. Le mec qui achète des bitcoins, il sait plus quoi en faire, c'est Michael Saylor, ses stratégies, ils sont aux États-Unis. Euh, je sais pas, mais Le plus gros si tu, ETF, c'est BlackRock. bah oui, c'est ça, le plus gros ETF. Enfin, tous les ETF, ils sont aux États-Unis parce que les autres, c'est des petits rigolos. Il y en a en Suisse, il y en a en Europe, mais c'est peanuts. Donc en fait, tu te dis, ils sont en train de s'approprier ce machin comme ils se sont appropriés la Silicon Valley, comme ils se sont appropriés Internet, mais c'est normal, hein. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, ça fait partie du jeu. Et nous, on dit, il faut que la Suisse montre l'exemple au reste du monde, y compris à l'Europe, que Madame Lagarde à un moment se positionne en disant moi j'aime pas, mais en même temps la Suisse je peux pas leur dire quoi faire, donc c'est pas moi qui décide, et en plus je peux pas dire au peuple suisse quoi faire puisque la BNS répond au peuple et elle répond pas à un organe centralisé européen ou même la Banque des règlements internationaux à Bâle, etc. Et donc que à travers la BNS, on montre qu'il faut s'approprier cette chose-là à toutes les couches de la société. Et nous, on n'a pas du tout envie que ce soit le gouvernement qui mette ses doigts dessus et qui dise, ah bah à partir de maintenant, si vous avez du Bitcoin, vous devez le mettre chez nous et puis on va vous donner un token représentant que vous aurez le droit d'utiliser, etc. Alors, après, les gens qui disent, ouais, mais peut-être que ça va arriver. Oui, mais ça va arriver avec ou sans notre initiative, hein. C'est pas ce que nous on fait qui va changer grand-chose par rapport à ça. Par contre, si demain la BNS est obligée d'avoir du Bitcoin, enfin pas si, quand demain la BNS sera obligée d'avoir du Bitcoin dans ses réserves, ça veut dire qu'à un moment, ils doivent se poser des questions. Où est-ce qu'on l'héberge? Comment est-ce qu'on l'héberge? Combien on en met? Combien on en a? Combien on en achète? Est-ce qu'on en achète régulièrement? Est-ce qu'on en achète un gros stock d'un seul coup? Est-ce que? Et en fait, toutes ces questions-là, ça va faire que d'un seul coup, ils vont se poser des questions que nous, on se pose en tant qu'individu, mais à un niveau de responsabilité euh, bah, gouvernementale, enfin même pas gouvernementale, mais responsabilité au niveau d'un pays, quoi.
Et c'est ça qu'on a envie de faire. On a envie qu'il y ait cette espèce de prise de conscience, plus que de dire le gouvernement doit se l'approprier. En fait, on approche les politiciens, mais toujours dans l'optique de ce changement de constitution qui va affecter non pas la politique, non pas le système du franc suisse ou quoi que ce soit, mais qui va vraiment affecter uniquement les réserves, donc les investissements de la Banque nationale. Donc je parle beaucoup, bon c'est bien, tu m'as invité pour parler, donc je parle beaucoup, Non, mais c'est euh, intéressant, donc mais ce que je veux dire, c'est que je fais un peu beaucoup de cercles concentriques comme ça, mais c'est vachement subtil en fait, parce que justement, bah, c'est un peu comme Bitcoin. Au début, quand il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est super cool, on va faire une initiative, c'est que 3 mots, c'est vachement drôle, bah, ça paraissait hyper simple. Et en fait, ben, avec les années, vu que justement, on n'a pas tout de suite lancé le machin, mais qu'on en a beaucoup parlé, puis j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont donné des critiques dans l'autre sens pour essayer de voir est-ce que c'est logique, est-ce que ça va dans la bonne direction, est-ce qu'il faut qu'on fasse ça, est-ce qu'il faudrait au contraire qu'on empêche quelque chose comme ça de se faire. On aurait pu faire une initiative pour dire que c'était interdit pour la BNS d'avoir du Bitcoin, tu vois. Et en fait, ben, avec toutes ces années et avec le recul, ben, c'est là où on se rend compte à quel point c'est vraiment subtil comme approche, dans le sens que justement, on ne veut pas faire ce que Trump fait. Euh, bon, alors Trump, ce qu'il fait au niveau de dire je veux que tout le minage soit aux États-Unis, bah ça c'est vachement intéressant. C'est impensable, mais c'est vachement intéressant. Mais par contre, le fait de dire on veut faire une réserve où ça sera le département du Trésor qui possédera des bitcoins, et après en fait il n'y a aucune justification derrière, parce qu'ils disent ouais mais en fait ça va être pratique pour la dette, mais personne n'est dupe. Les États-Unis vont jamais rembourser leur dette, ils n'ont pas besoin. Alors oui, mais c'est pour rembourser, c'est pour payer les intérêts de la dette. Mais en fait, les intérêts de la dette, vous en foutez, vous faites plus de dettes pour payer les intérêts de la dette, et la dette, elle continue à grandir, et tout le monde s'en fout, parce que de toute façon, c'est un secret de polichinelle. S'ils font défaut sur la dette, la terre, elle explose. Donc, euh, donc en fait, et en plus, s'ils font une réserve et après ils veulent payer la dette, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont prendre les bitcoins qu'ils ont achetés et ils vont les vendre sur le marché pour pouvoir payer la dette américaine. Donc ça voudrait dire qu'en fait, ils vont les vendre en dollars alors que c'est eux qui impriment les dollars. Enfin, ça n'a aucun sens. Toute la proposition de Donald Trump, qui est un peu en miroir de la sénatrice Loomis, là, du Wyoming, euh, si tu grattes un peu, il n'y a aucune logique derrière. La seule logique, c'est, on a vu que MicroStrategy, ils achetaient du Bitcoin. Il y a des gens comme Coinbase qui viennent nous faire du lobbying en nous disant il faut qu'on achète du Bitcoin. On sait que l'avenir, ben, à un moment ou à un autre, l'or, ben, c'est bien, mais ça ne sera pas suffisant. Donc on va juste avoir du Bitcoin et puis on verra ce qu'on en fait après, quoi. Et après, effectivement, bah, le gouvernement a du Bitcoin et puis bah, ils verront. Et puis en plus, ils en ont déjà. Donc ils ont tous les Bitcoins, je ne sais plus combien, il y en a 250 000 ou quelque chose qu'ils ont saisi dans des activités illégales X ou Y. Donc c'est aussi une manière de dire, on a cette chose-là qu'on n'a pas légalement le droit de comptabiliser, mais maintenant on va commencer à le comptabiliser, puis ça va faire partie du trésor. Mais nous, en fait, avec la Suisse, on a une approche qui est vraiment les tout petits mammifères face aux dinosaures, mais justement une approche qui est beaucoup plus saine sur le long terme, qui est ben, la BNS, elle fait des réserves, il faut juste qu'elle fasse des réserves plus neutres et plus souveraines, c'est tout. Voilà, full stop, on s'arrête là. Et, euh, et si cette chose se met en place, les gens de la BNS, bah, comme tous les bitcoiners, ils mettent le doigt dans l'engrenage et puis dans 1 an, 2 ans, ils parlent plus que de ça. Et puis là, ils commencent à dire non, mais en fait, il faut qu'on mine en Suisse, quoi. ouais, Ça sera la suite, quoi. Bah, nous, c'est comme ça qu'on la voit. ouais, je comprends. Mais tu dis que, enfin, tu parles beaucoup pour Pour ne quelque rien chose dire, je d'aussi sais. simple. Non, mais non, pour quelque chose d'aussi simple, parce que tu disais que c'était que 3 mots, etc. Mais enfin, on sent que c'est quand même une réflexion qui est très mature et que justement la réaction simple et immature aurait été d'ajouter un article, comme tu disais juste avant, mais que là Mhm. c'est pas un article en plus ou comment dire un retrait d'un article, mais c'est juste une modification et un ajout de 3 mots dans un article. Donc ça montre au contraire que c'est très mature et que c'est très réfléchi. Donc c'est pour ça que je te laisse aussi beaucoup parler parce que je j'ai pas tout le recul que t'as et donc c'est super intéressant d'avoir ton retour, toi qui es dedans, le nez plein dedans depuis plusieurs années maintenant. Mhm. Bah, du coup, très bon point de conclusion.
je pense qu'on va clôturer là-dessus. On a pris beaucoup plus de temps, même si enfin, c'était trop intéressant. J'essaie à chaque fois de limiter, mais sujet hyper intéressant. Donc on va clôturer là-dessus. Avant de nous quitter, je voulais faire une petite, un petit, comment dire, référence à Millésime qui est dans le chat, qui lui aussi a une émission de Space. Et c'est jeudi soir à 22h, il reçoit Nicolas Cantu, un bitcoiner bien connu, pour parler de Bitcoin, de plein de sujets très passionnants. J'arrive pas à le montrer, le Space Bug, mais normalement c'est épinglé. Donc voilà, rendez-vous sur le Twitter de Millésime de jeudi pour voir ça. Et sinon, merci encore une fois. Yves ou Zlock, comment est-ce que... je sais pas Bah, Yves, trop. hein, Yves, Yves. Yves. Je vois que tout le monde t'appelle Zlock dans les commentaires, donc je me dis peut-être que c'est pour les intimes. Et merci beaucoup pour ton temps. Et voilà, j'espère qu'on verra cette initiative aller plus loin et récolter davantage de signatures. Merci Ben, à tout le monde dans le merci chat pour aussi. l'invitation et puis on va vous tenir au courant au fur et à mesure et j'espère qu'il y aura plein de choses qui vont se passer, même si on n'a pas les 100 000 signatures ou même si on n'a pas le vote, j'espère que ça pourra avoir plein de conséquences indirectes chouettes pour tout le monde, quoi, parce que c'est aussi pour ça qu'on fait ça. Ouais, au moins faire parler de Bitcoin, je pense que c'est l'objectif principal. Et donc, très clairement. Et bah écoute, bonne soirée. Merci pour ton temps et à une prochaine. Merci beaucoup, bonne nuit à tous. Salut.